Que se passe-t-il lorsqu'un président africain de 35 ans entre dans une salle remplie de dirigeants mondiaux et refuse de jouer selon leurs règles? Alors que tout le monde s'attend à ce qu'il vienne mendier, il arrive avec une proposition capable de remodeler un continent entier. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans les couloirs étincelants du pouvoir à Riyad, là où les milliardaires décident du sort des nations autour d'un café, et où le refus d'un seul homme de s'incliner a tout changé. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de politique. Il est question de dignité, de respect, et de ce qui arrive lorsque quelqu'un ose réécrire le scénario qu'on attend de lui. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi une seule conversation, en Arabie Saoudite, a provoqué une onde de choc sur 3 continents et transformé une nation pauvre en un partenaire égal. Pendant la nuit, les sols en marbre du centre de conférence du roi Abdulaziz brillaient. La lumière du matin s'y reflétait comme sur des miroirs, chaque surface polie à la perfection. À l'extérieur, l'horizon de Riyad s'étendait à l'infini, les tours de verre s'élevant vers le ciel comme des monuments à l'ambition et à la richesse pétrolière. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'anticipation et de cette tension subtile qui accompagne toujours les rassemblements des personnes les plus puissantes du monde. C'était le 15 mars, et le sommet annuel d'investissement du prince héritier saoudien allait commencer. Mais ce n'était pas une réunion d'affaires ordinaire. Ici, des fortunes se faisaient et se défaisaient d'une poignée de main. Des économies entières pouvaient basculer avec un simple signe d'approbation. La liste des invités ressemblait à un répertoire mondial d'influence. Milliardaires de la tech venus de la Silicon Valley, géants du pétrole de Houston, industriels allemands et chefs d'État capables de déplacer des montagnes. À 9 heures précises, le prince héritier Mohammed Ben Salman fit son entrée dans la grande salle. Sa présence capta immédiatement l'attention. À 38 ans, il avait déjà transformé l'économie saoudienne, lancé des projets urbains futuristes valant des centaines de milliards et positionné son royaume comme un pont stratégique entre l'Est et l'Ouest. Son ambitieux plan Vision 2030 visait à remodeler non seulement l'Arabie Saoudite, mais aussi l'ensemble du Moyen-Orient. Ce jour-là, il déciderait des partenariats méritant les vastes ressources du royaume. Les délégués affluaient depuis l'aube. Des jets privés bordaient le tarmac de l'aéroport international King Khaled comme des voitures de luxe dans une salle d'exposition. Chaque invité arrivait avec ses propositions, ses présentations, ses promesses. On parlait de projets d'énergie renouvelable, d'intelligence artificielle, d'exploration spatiale et de villes intelligentes. La compétition était féroce, tout le monde voulait une part du fonds d'investissement public saoudien de 2000 milliards de dollars. Parmi les visages familiers, quelques surprises, le président de Singapour venu discuter de semi-conducteurs, le ministre brésilien des Affaires étrangères parlant d'échanges de technologies agricoles, même le premier ministre estonien présentant des solutions de gouvernance numérique. Mais enfoui en bas de l'agenda, presque comme une note de bas de page, se trouvait un nom qui laissa plus d'un participant perplexe, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Les murmures ne tardèrent pas. Le Burkina Faso? Ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, que beaucoup seraient bien en peine de situer sur une carte. Qu'est-ce que leurs dirigeants venaient faire à un sommet pensé pour les superpuissances économiques? Le PIB du pays plafonnait à 15 milliards de dollars, soit moins que ce que certains participants dépensaient en acquisition le week-end. Les infrastructures y étaient en retard de plusieurs décennies, les ressources limitées, l'influence internationale quasi inexistante. Pourquoi est-il même ici? Chuchota la délégation allemande. Qu'a donc le Burkina Faso que l'Arabie Saoudite pourrait bien vouloir? La réponse à cette question allait bientôt bouleverser la manière dont chacun conçoit le pouvoir, le partenariat et le potentiel. Au fil de la matinée, les présentations se succédaient selon un schéma prévisible. PowerPoint impeccable, statistiques impressionnantes, dirigeants affûtés et costumes haut de gamme récitant leurs discours avec brio. Le prince héritier écoutait poliment, posait des questions stratégiques et répondait par des promesses vagues d'examiner les propositions. L'ambiance était professionnelle, mais froide. Les affaires restaient les affaires. Puis arriva la pause déjeuner. Les délégués se dispersèrent en petits groupes, échangeant cartes de visite et tendances du marché. Les officiels saoudiens circulaient tels des autres affinés, veillant à ce que chacun se sente accueilli, tout en gardant cette distance subtile qu'impose le pouvoir. C'est à cet instant qu'Ibrahim Traoré fit enfin son apparition. Il ne ressemblait en rien à ce que la salle attendait. À 35 ans, il était plus jeune que la plupart des PDG présents, mais il dégageait une assurance tranquille impossible à ignorer. Contrairement à tous les autres délégués, il ne portait pas de costume occidental. Il arborait l'uniforme militaire de son pays, non comme un déguisement folklorique, mais comme une déclaration d'identité et de fierté. Le tissu n'était pas luxueux, la coupe n'avait rien de tailleur, mais sa présence inspirait un respect silencieux. Peu à peu, les conversations s'estompèrent autour de lui. Cet homme ne semblait pas appartenir à ce monde de contrats à milliards et de champagne, mais il y était à sa place, indubitablement. Il ne chercha pas à saluer les figures d'influence ni à distribuer ses cartes comme des confettis. Il resta là,
calme, observateur, attendant son moment. Lorsque les séances reprirent l'après-midi, Traoré était programmé en dernier. À cette heure-là, beaucoup pensaient déjà à leur vol retour ou à leur dîner. Le prince héritier, après des heures de présentation, montrait des signes de fatigue malgré une courtoisie irréprochable. Plusieurs délégués commençaient à consulter leur téléphone et murmuraient des excuses de départ. Le modérateur annonça : « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. » Les applaudissements furent tièdes, purement protocolaires. Il était évident pour tous qu'il s'agissait de la cotation africaine du jour, une inclusion polie, une case à cocher, pas une opportunité commerciale sérieuse. Même le prince héritier sembla s'enfoncer confortablement dans son siège, l'air de celui qui s'apprête à supporter une formalité. Traoré se dirigea vers le podium à pas mesurés. Il n'avait ni ordinateur portable, ni télécommande, ni pile de documents, aucun diaporama sur les écrans géants encadrant la scène. Il resta simplement là, un instant, balayant la salle du regard, établissant un contact visuel avec différentes sections du public. Le silence s'installa, juste assez long pour devenir perceptible. Assez long pour que les gens se penchent légèrement en avant, intrigués. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme, mais elle résonnait dans la salle sans même l'aide d'un micro. « Votre Altesse royale » commença-t-il. « Cher délégué, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez le futur, que voyez-vous » La salle s'agita légèrement. Ce n'était pas l'ouverture habituelle. Aucune gratitude pour l'invitation. Aucun compliment sur l'hospitalité saoudienne. Aucune statistique sur le Burkina Faso. Voyez-vous des bâtiments plus hauts? Des ordinateurs plus rapides? Des machines plus efficaces? Poursuivit Traoré. Ou voyez-vous des êtres humains marcher un peu plus droits, un peu plus fiers, rêver un peu plus grand? Les sourcils du prince héritier Mohamed Ben Salman se haussèrent, presque imperceptiblement. Ce n'était clairement pas un argumentaire d'investissement classique. Traoré quitta le podium et s'approcha lentement de l'assistance. Au cours des 6 dernières heures, j'ai entendu des esprits brillants parler de pénétration du marché, de marge bénéficiaire, de retour sur investissement. Des données importantes, certes. Des calculs nécessaires. Mais j'ai très peu entendu parler de la seule ressource qui crée réellement la richesse, le potentiel humain. Il marqua une pause. Le silence était devenu dense. Votre Altesse, votre royaume a brillamment investi à travers le monde. Dans les startups de la Silicon Valley, l'industrie manufacturière européenne, les pôles technologiques asiatiques. Vous avez établi des partenariats avec des pays riches, stables, avancés. Mais puis-je vous demander ceci, quand avez-vous investi pour la dernière fois dans la lutte contre la faim humaine? Cette question résonna comme un défi. Plusieurs délégués échangèrent des regards. Cela commençait à ressembler moins à une présentation commerciale qu'à une interpellation morale. Je viens d'un endroit dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, poursuivit-il. Le Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Nous n'avons ni pétrole comme nos voisins, ni diamants, ni port maritime. Mais nous avons quelque chose de plus rare aujourd'hui, un peuple qui n'a pas encore appris que certaines choses sont impossibles. Il glissa la main dans sa veste et en sortit un petit objet, ce qui attira l'attention du premier rang. C'était une photographie usée. Cette photo a été prise il y a 3 mois dans un village nommé Gango, dit-il en la brandissant. Le garçon que vous voyez a 10 ans. Il s'appelle Musa. Jusqu'à récemment, il n'avait jamais vu de lumière électrique. Son village n'avait ni réseau, ni générateur. Quand le soleil se couchait, leur monde devenait noir. Il marqua une pause. Il y a 3 mois, grâce à des réformes d'exportation et à des améliorations dans notre efficacité minière, cela a changé. Aujourd'hui, nous pouvons construire quelque chose. Traoré traversa lentement la scène, son regard passant d'un visage à l'autre. Musa n'a pas pensé à s'acheter une télévision. Il n'a pas rêvé de jeux vidéo. Sa première pensée fut « Je peux aider mon père à travailler plus longtemps. Je peux étudier la nuit. Je peux construire quelque chose. » Il s'arrêta. Cette photo, c'est cela que je suis venu discuter ici. Pas de la charité. Pas de l'aide humanitaire. Pas même du développement. Je parle de partenariat. D'un partenariat véritable entre des nations qui ont du capital et celles qui ont faim. Puis il s'approcha de la table du prince héritier. Votre Altesse, vous avez parlé avec éloquence de votre volonté de diversifier l'économie saoudienne au-delà du pétrole. Vous avez investi dans l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, le tourisme, le divertissement. Ce sont là des stratégies avisées. Mais permettez-moi de suggérer que la plus grande opportunité pour votre royaume ne réside pas dans le remplacement du pétrole par la technologie. Elle réside dans le remplacement des simples transactions par la transformation. L'audace de cette déclaration traversa la salle comme une onde. Des délégués s'agitèrent, visiblement mal à l'aise. On ne parlait pas ainsi au prince héritier,
surtout pas lorsqu'on représente un pays dont le PIB est inférieur à l'excédent budgétaire mensuel de l'Arabie Saoudite. Mais Traoré n'avait pas terminé. L'Afrique n'est pas un continent en quête d'aumône. Nous sommes un continent en quête de partenaires. 54 nations. Plus d'1 milliard d'habitants. Dont la majorité a moins de 25 ans. La voix de Traoré portait désormais clairement, chaque mot soigneusement pesé. La population la plus jeune et la plus dynamique de la planète vit sur un territoire riche en minéraux, en terres arables, et en potentiel d'énergie renouvelable. Il s'arrêta un instant, puis ajouta. Mais voici ce qui distingue l'Afrique des autres opportunités d'investissement, nous sommes encore en train d'écrire notre histoire. Il sortit alors une tablette, la première technologie qu'il montrait depuis le début de son intervention, et projeta une carte simple sur les écrans derrière lui. Elle représentait le continent africain, traversé de lignes pointillées s'étendant d'ouest en est. Il annonça alors le corridor d'infrastructures transsahélien, un vaste réseau de routes, de voies ferrées, de lignes électriques et de systèmes de communication reliant Dakar à Djibouti. 8000 km de développement coordonné entre 12 pays africains. Le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire africaine, conçu non par des consultants étrangers, mais par des ingénieurs, des économistes et des urbanistes africains. L'atmosphère dans la salle avait radicalement changé. Les participants, qui plutôt pianotaient sur leur téléphone, prenaient maintenant des notes. L'attention était palpable. Le coût total de ce projet est de 800 millions de dollars, poursuivit Traoré. Moins que ce que l'Arabie Saoudite dépense pour un seul complexe hôtelier de luxe. Mais l'impact serait monumental. Il laissa les images parler, puis reprit. Imaginez relier l'abondance agricole de l'Afrique de l'Ouest aux ports modernes de l'Afrique de l'Est. Imaginez des parcs solaires dans le Sahara alimentant des centres industriels du Sénégal au Soudan. Imaginez une connexion Internet au débit reliant les universités africaines au réseau de recherche du monde entier. À ce moment-là, le prince héritier Ben Salman était penché en avant, coude sur la table, toute son attention focalisée sur la présentation. Traoré se tourna de nouveau directement vers lui. Mais voici pourquoi cela concerne aussi profondément votre royaume. Il ne s'agit pas seulement de développement africain. Il s'agit de positionner l'Arabie Saoudite comme un pont entre les continents. Il marqua une pause, puis enchaîna. Chaque tonne de fret transitant par ce corridor pourrait passer par vos ports. Chaque mégawatt d'énergie pourrait être complété par vos technologies renouvelables. Chaque réseau de communication pourrait être optimisé grâce aux investissements saoudiens. Une nouvelle diapositive apparut, présentant les projections économiques et les estimations des flux commerciaux. Le contenu devenait plus technique, mais Traoré restait sur son message fondamental. Des estimations prudentes prévoient une augmentation de 4% du commerce entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite en 10 ans. Mais au-delà des chiffres, ce projet établirait votre royaume comme un connecteur mondial, une nation qui relie l'Afrique à l'Asie, à l'Europe et aux Amériques. Les modèles financiers, les calendriers de mise en œuvre, tout était précis. Mais ce n'était jamais purement technique. À chaque étape, Traoré revenait à son idée maîtresse. Partenariat, pas mécénat. Investissement, pas charité. Transformation, pas simple transaction. Il approcha alors de la fin. Votre Altesse, dit-il en affichant sa dernière diapositive, chaque grand royaume de l'histoire est connu non pour ce qu'il a accumulé, mais pour ce qu'il a construit. Les Égyptiens ont bâti des pyramides. Les Romains, des routes. Les Britanniques, des navires. Alors, que construira l'Arabie Saoudite? Il quitta la présentation et revint au centre de la scène. Moi, je vous propose de construire des ponts. Pas seulement des ponts physiques, mais des ponts humains, des ponts économiques. Des ponts entre le plus jeune continent du monde et le royaume le plus ambitieux. La salle était captivée. Il ne s'agissait plus de la politesse d'usage accordée à un dirigeant africain en fin de programme. Il s'agissait d'une proposition stratégique de premier plan. Et puis, Traoré fit quelque chose d'inattendu. Il ferma sa tablette, s'éloigna du micro, et parla d'une voix forte, sans aucun support technologique. Mais je dois être parfaitement honnête avec vous. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Le prince héritier se redressa, intrigué. Je ne suis pas venu ici principalement pour solliciter votre investissement. Silence. Je suis venu vous offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une opportunité commerciale. Il marqua un temps. Puis conclut. Je suis venu vous offrir une place dans l'histoire. Non pas comme un royaume qui s'est enrichi grâce au pétrole, mais comme un royaume qui a permis à d'autres de s'enrichir grâce à leurs propres ressources. Non pas comme un pays qui a acheté de l'influence, mais comme un pays qui a construit son influence par le partenariat et le respect. Traoré marqua une pause, laissant cette distinction s'imprimer dans les esprits. Le corridor transsahélien sera construit, avec ou sans la participation de l'Arabie Saoudite. Mon pays et nos voisins se sont déjà engagés à le concrétiser. Il leva les yeux, sûr de ses mots.
Nous avons des partenaires chinois intéressés, des investisseurs européens qui se renseignent, et des entreprises américaines qui étudient la faisabilité. Nous n'avons pas besoin de secours. Nous avons besoin de partenariats. L'audace de cette déclaration était saisissante. Voici un représentant de l'un des pays les plus pauvres au monde qui affirmait clairement à l'une des nations les plus riches que sa participation était la bienvenue, mais non essentielle. Mais Traoré poursuivit, inébranlable. Si l'Arabie saoudite choisit de rejoindre ce projet, elle n'investira pas seulement dans les infrastructures. Elle investira dans l'avenir de la coopération sud-sud. Vous démontrerez que la richesse est plus puissante lorsqu'elle crée davantage de richesses, et non lorsqu'elle cherche à en accumuler davantage. Il s'avança de nouveau vers la table du prince héritier, mais cette fois, son approche ne ressemblait plus à celle d'un orateur face à un chef d'État, c'était une conversation entre égaux. Votre Altesse, vous avez parlé de Vision 2030 et de la transformation de l'Arabie saoudite en pôle mondial. Mais imaginez la Vision 2050, l'Arabie saoudite comme la nation qui a contribué à la transformation de tout un continent. Il dressa un tableau ambitieux. Imaginez des entreprises saoudiennes non seulement opérant en Afrique, mais se développant avec l'Afrique. Imaginez des étudiants saoudiens étudiant dans des universités africaines que les investissements saoudiens ont contribué à bâtir. Imaginez des étudiants africains effectuant des recherches dans des laboratoires saoudiens, financés par les minerais africains. La vision était vaste, audacieuse, radicale. Un contraste saisissant avec la relation donateur-bénéficiaire qui avait trop souvent défini les rapports Nord-Sud. C'est pourquoi je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint pour venir demander de l'argent, dit Traoré. C'est pourquoi je n'ai pas amené de délégation de consultants avec des projections financières. C'est pourquoi je suis venu seul, m'adressant à vous, comme un dirigeant à un autre, pour proposer un partenariat entre égaux. Il s'arrêta net, debout devant le prince héritier, suffisamment proche pour une conversation privée, mais parlant assez fort pour que toute la salle l'entende. Votre Altesse, je crois que la plus grande réussite de l'Arabie saoudite ne sera pas d'avoir bâti le plus haut gratte-ciel, ni d'avoir lancé le train le plus rapide, ni d'avoir créé la plus avancée des intelligences artificielles. Votre plus grande réussite sera d'avoir prouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des marchés, mais dans leur création. Non dans le contrôle des ressources, mais dans leur développement. Non dans l'achat de la loyauté, mais dans le respect. Un silence absolu s'abattit dans la salle. C'était soit l'intervention diplomatique la plus brillante de la décennie, soit le suicide politique le plus audacieux des relations internationales modernes. Le prince héritier Mohammed Ben Salman resta immobile. Longuement. L'expression impassible, indéchiffrable. La tension était presque insupportable. Chaque délégué présent savait qu'il assistait à un moment historique, une de ces minutes où une relation peut basculer vers une alliance fondatrice ou vers un rejet glacial. Finalement, le prince héritier prit la parole. Sa voix était basse, posée, mais elle portait clairement dans la salle suspendue à ses lèvres. Président Traoré, dit-il, ces 5 dernières années, j'ai entendu des milliers de propositions d'investissement. Il marqua une pause. Tous les regards restaient figés sur lui. D'innombrables opportunités, propositions et partenariats m'ont été présentés. La plupart se concentraient sur ce que l'Arabie saoudite pouvait offrir. Notre capital, nos marchés, notre position stratégique, notre influence. Il s'interrompit, les yeux rivés sur Traoré. Vous êtes la première personne à vous concentrer sur ce que l'Arabie saoudite pourrait devenir. Le prince héritier se leva lentement. Son mouvement déclencha un frémissement d'attention dans la salle. Lorsqu'il fut debout, à sa pleine hauteur, il reprit la parole. Mais cette fois, il ne s'adressait pas seulement à Traoré, il s'adressait à toute l'Assemblée. Mesdames et messieurs, ce à quoi nous venons d'assister est précisément le type de réflexion qui définira le prochain siècle de développement mondial. Il fit une courte pause. Le président Traoré ne nous a pas demandé de résoudre les problèmes de l'Afrique. Il nous a invités à participer aux solutions africaines. Le prince héritier contourna lentement sa table et s'approcha de l'endroit où se tenait Traoré. C'est exactement le type de partenariat que Vision 2030 avait pour vocation de créer, des relations fondées sur le bénéfice mutuel, la croissance partagée, et le respect des contributions de chaque partenaire. Il s'arrêta juste devant le président burkinabé. Suffisamment près pour que leur échange paraisse privé, mais parlant assez fort pour que toute la salle entende. Monsieur le Président, votre corridor d'infrastructures transsahélien représente précisément le type d'investissement transformationnel que l'Arabie saoudite souhaite soutenir. Non pas parce que nous considérons l'Afrique comme un cas de charité, mais parce que nous voyons l'Afrique comme un partenaire dans la construction de l'avenir économique du monde. Puis il se tourna vers l'ensemble du public. Le fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite consacrera 500 millions de dollars à la première phase du corridor d'infrastructures transsahélien, avec des engagements supplémentaires conditionnés à l'atteinte d'étapes clés du projet et à la participation active des pays partenaires.
L'annonce déclencha une onde de choc dans la salle. Plusieurs délégués poussèrent des exclamations de surprise. Il ne s'agissait pas simplement d'un engagement financier important, c'était un changement de paradigme dans la manière dont l'Arabie saoudite abordait ses partenariats africains. Mais le prince héritier n'en avait pas fini. En outre, l'Arabie saoudite établira un bureau permanent de partenariat africain à Riyad, dédié spécifiquement à l'identification et au développement d'opportunités de coopération sud-sud. Il se tourna de nouveau vers Traoré. Monsieur le président Traoré, je souhaiterais vous inviter à présider le conseil consultatif de cette nouvelle initiative. L'offre était sans précédent. Les dirigeants africains étaient rarement invités à Riyad autrement qu'en tant que demandeurs ou invités symboliques à des forums. Jamais en tant que partenaire stratégique dans l'élaboration même de la politique saoudienne. Traoré acquiesça d'un simple hochement de tête, mais son regard révélait l'ampleur de ce qui venait de se produire. Il ne s'agissait pas simplement d'argent ou d'infrastructures. Il s'agissait de dignité, de respect, et de la reconnaissance que le partenariat peut être plus puissant que le clientélisme. Votre Altesse, répondit Traoré, ce partenariat restera dans les mémoires comme le moment où le Sud global a véritablement commencé à coopérer, plutôt qu'à se concurrencer. Le moment où la richesse est devenue un outil pour en créer davantage, plutôt qu'un trophée à accumuler. Le prince héritier sourit. La première expression de plaisir sincère qu'il ait montrée depuis le début de la journée. Monsieur le Président, dit-il, je crois que vous avez tout à fait raison. Et je crois que ce partenariat profitera à nos deux nations bien plus que nous ne pouvons encore l'imaginer. La séance formelle se conclut par des applaudissements polis. Mais la véritable intensité se déplaça dans les conversations privées qui suivirent. Des délégués de plusieurs autres pays africains se rapprochèrent aussitôt de Traoré, désireux de comprendre comment leur nation pourrait s'intégrer dans ce nouveau cadre. Les représentants européens et américains, quant à eux, faisaient déjà les calculs. Comment ce partenariat saoudo-africain allait-il affecter leurs propres relations continentales? Ce jour-là, dans une salle remplie de diplomates, de stratèges et d'analystes, un discours inattendu et une réponse audacieuse avaient redéfini les règles du jeu mondial. Mais le développement le plus significatif se produisit loin des caméras et des microphones. Alors que les délégués quittaient lentement la salle de conférence, le prince héritier Mohamed Ben Salman s'approcha de Traoré pour une conversation privée. Monsieur le Président, dit-il à voix basse, je veux que vous sachiez que votre présentation d'aujourd'hui n'était pas seulement impressionnante. Elle était nécessaire. Il marqua une pause, le ton plus personnel que protocolaire. L'Arabie saoudite recherche des partenariats authentiques, pas de simples relations transactionnelles. Vous nous avez montré à quoi cela ressemble réellement. Traoré acquiesça avec gratitude. Votre Altesse, le Burkina Faso a appris que la dignité est plus précieuse que la charité, et que le partenariat est plus puissant que le mécénat. Aujourd'hui, nous avons prouvé que ces principes peuvent fonctionner, non seulement en théorie, mais en pratique. Le prince héritier lui tendit la main. Ce n'était pas un geste diplomatique, mais un engagement silencieux. Une poignée de main qui marquait le début d'une véritable alliance. Monsieur le Président, je crois que ceci est le commencement de quelque chose de profondément transformateur pour nos deux régions. Lorsque la nouvelle du partenariat saoudo-burkinabé se propagea au-delà des murs du forum, la réponse fut immédiate et spectaculaire. Les marchés boursiers africains enregistrèrent une hausse inattendue. Les investisseurs internationaux commencèrent à recalculer leur modèle, un développement d'infrastructures soutenu par l'Arabie saoudite changeait la donne. Sur les réseaux sociaux, les jeunes Africains s'emparèrent de l'instant. Des extraits de la présentation de Traoré circulaient avec des légendes telles que « Voici à quoi ressemble le leadership. Enfin quelqu'un qui parle d'égal à égal. » La couverture médiatique internationale fut massive, bien que divisée. Et les médias occidentaux se concentrèrent surtout sur les implications géopolitiques, s'interrogeant sur la manière dont ce partenariat pourrait affecter l'influence européenne et américaine sur le continent. Et les médias chinois soulignèrent la portée concurrentielle de l'initiative, notant qu'elle pourrait venir compliquer leur propre programme de la ceinture et la route en Afrique. Et les publications du Moyen-Orient, en revanche, saluèrent l'annonce comme une preuve supplémentaire du leadership mondial croissant de Riyad. Mais la réponse la plus significative vint des autres dirigeants africains. Dans les 48 heures suivant l'annonce, des présidents et premiers ministres de tout le continent contactèrent à la fois Riyad et Ouagadougou, désireux de prendre part à ce nouveau cadre de coopération sud-sud. Le président du Sénégal appela pour discuter d'une jonction entre Dakar et le corridor transsahélien. Le premier ministre éthiopien proposa une extension de l'axe vers l'Est, afin de connecter ce nouveau réseau aux infrastructures déjà établies par la Chine. Même les dirigeants sud-africains, traditionnellement plus prudents, commencèrent à envisager la manière dont leur économie plus développée pourrait contribuer au projet continental. Ce qui rendait cette réaction particulièrement remarquable était son authenticité. Ce n'était pas un alignement diplomatique superficiel,
ni de vagues expressions de soutien. C'étaient des conversations sérieuses, des projets concrets, des volontés claires de s'associer. De retour à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la réaction fut électrique. Des citoyens se rassemblèrent autour des postes de télévision et des radios. Pour un pays souvent relégué à la marge de la scène mondiale, voir son président traité comme un égal par l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants du monde fut profondément symbolique. Mais Traoré lui-même refusa de céder à la célébration. Dans les interviews qu'il accorda à son retour de Riyad, il répéta inlassablement le même message. Le véritable travail commence maintenant. Une poignée de main ne vaut rien si nous ne pouvons pas produire des résultats. Le partenariat se prouve par la performance, pas par les promesses. Cette approche pragmatique et rigoureuse imprégna la phase suivante. Pas de cérémonie pompeuse. Pas de délais irréalistes. Seulement du travail. La première étape concrète fut la création du Bureau de coordination transsahélien à Ouagadougou, composé à parts égales de fonctionnaires burkinabés et de conseillers techniques saoudiens. Leur mandat était clair. Transformer le corridor d'infrastructure du concept à la réalité en 5 ans. Et l'engagement saoudien se révéla rapidement plus qu'un simple symbole. Dans les 3 mois qui suivirent la conférence de Riyad, des ingénieurs saoudiens menèrent des études de faisabilité dans les régions clés du Sahel. Des entreprises de construction saoudiennes soumissionnèrent pour les premiers contrats. Des équipes mixtes commencèrent à cartographier les tracés, les ressources logistiques, les besoins énergétiques. Le corridor n'était plus une idée. Il devenait un projet. Les banques saoudiennes ont établi des relations de correspondance avec des institutions financières africaines. Mais peut-être plus important encore, le partenariat a maintenu l'accent sur l'égalité et le bénéfice mutuel. Plutôt que de simplement financer des projets africains avec de l'argent saoudien, la collaboration impliquait un véritable transfert de connaissances et un renforcement des capacités. Des ingénieurs africains ont travaillé aux côtés de spécialistes saoudiens. Les économistes africains ont participé à la planification du projet. Les entreprises africaines ont été prioritaires pour l'attribution des contrats de construction. Cette approche a eu des implications profondes, dépassant largement le cadre du projet immédiat. Pendant des décennies, le développement de l'Afrique a été caractérisé par des relations de dépendance envers d'anciennes puissances coloniales, des superpuissances de la guerre froide ou des économies émergentes comme la Chine. Le partenariat avec l'Arabie saoudite représentait quelque chose de véritablement différent, une relation entre pays en développement, fondée sur des forces complémentaires plutôt que sur des dépendances hiérarchiques. L'impact de cette nouvelle dynamique s'est étendu bien au-delà de l'économie. Les jeunes Africains ont commencé à percevoir les relations internationales non plus comme quelque chose qui leur arrivait, mais comme un processus qu'ils pouvaient activement façonner. Les universités du continent ont lancé de nouveaux programmes consacrés à la coopération sud-sud et à la stratégie diplomatique. Un groupe de réflexion africain s'est mis à produire des recherches sur des modèles alternatifs de partenariat international. 6 mois après la réunion de Riyad, la première section du corridor transsahélien a été posée lors d'une cérémonie volontairement modeste, mais symboliquement forte. Plutôt que d'inviter des dignitaires internationaux pour une célébration somptueuse, la cérémonie d'inauguration a réuni des leaders communautaires, des ingénieurs locaux et les ouvriers qui allaient réellement construire l'infrastructure. Le discours du président Traoré lors de cette cérémonie a saisi toute l'importance du moment. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que poser les fondations d'une route. Nous ouvrons la voie à un nouveau modèle de collaboration entre les nations. Nous prouvons que le partenariat est plus puissant que le clientélisme, que la dignité est plus précieuse que la charité, et que le Sud global peut écrire sa propre histoire de développement et de prospérité. La construction de la route s'est déroulée efficacement, grâce à l'expertise technique saoudienne combinée à la main-d'œuvre et aux ressources africaines. Les résultats ont dépassé les projections initiales. Plus important encore, le projet a généré de nombreuses opportunités d'emploi pour les communautés locales tout en créant de réelles capacités techniques durables. À la fin de la première année du partenariat, son succès était indéniable. Le corridor transsahélien avait été réalisé en avance sur le calendrier et en deçà du budget prévu. Le commerce entre l'Afrique et l'Arabie saoudite avait augmenté de 60%. Mais l'impact du projet allait bien au-delà des chiffres. Ce partenariat a inspiré des collaborations similaires entre d'autres pays du Sud. Le Brésil a commencé à explorer des partenariats d'infrastructures avec le Nigeria. L'Inde a renforcé ses liens avec les secteurs technologiques d'Afrique de l'Est. Le Mexique a établi de nouveaux accords commerciaux avec les centres de fabrication d'Afrique du Nord. Le modèle saoudo-africain se diffusait rapidement, créant un réseau de partenariats sud-sud qui redéfinissait les relations économiques mondiales. Mais la véritable mesure du succès de ce partenariat ne se trouvait ni dans les statistiques ni dans les courbes de croissance. Il s'agissait d'un changement fondamental dans la manière dont les nations abordaient la coopération internationale.
Le modèle traditionnel dans lequel les pays riches fournissent une aide aux pays pauvres était désormais complété par un modèle où les pays en développement s'associent sur la base de forces complémentaires et d'un respect mutuel. Le prince héritier Ben Salman a évoqué cette transformation lors d'un discours marquant le premier anniversaire de la réunion de Riyad. Le président Traoré nous a appris que le véritable leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions. Il ne nous a pas demandé de résoudre les problèmes de l'Afrique. Il nous a invités à participer aux solutions de l'Afrique. Cette invitation a transformé non seulement notre relation avec l'Afrique, mais aussi notre compréhension de ce que signifie réellement le partenariat. De son côté, Traoré est resté concentré, comme à son habitude, sur les résultats plutôt que sur la reconnaissance. Interrogé sur son succès diplomatique, il a constamment souligné le caractère collectif de cette réussite. Ce partenariat a réussi parce qu'il était basé sur la vérité plutôt que sur la flatterie, sur le bénéfice mutuel plutôt que sur la charité unilatérale, et sur le respect plutôt que sur la pitié. Ces principes peuvent fonctionner dans n'importe quelle nation si les dirigeants ont le courage de les adopter. L'histoire de cette journée à Riyad est devenue plus qu'une anecdote diplomatique. Elle est devenue un modèle de la manière dont les relations internationales pourraient évoluer au XXIe siècle. Cela a prouvé que la dignité et le partenariat n'étaient pas seulement des idéaux moraux, mais des stratégies pratiques pouvant produire de meilleurs résultats que les relations traditionnelles d'aide et de dépendance. Alors que le corridor transsahélien approchait de l'achèvement de sa première phase, son impact était déjà visible. De nouvelles entreprises apparaissaient le long de la route. Les possibilités d'éducation se développaient dans les communautés connectées. Plus important encore, les jeunes Africains voyaient leur continent différemment, non pas comme un endroit à sauver, mais comme un endroit qui construisait activement son propre avenir. Le partenariat entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso a commencé avec le refus d'un homme de demander la charité et son insistance à proposer un partenariat à la place. Ce modèle est devenu une source d'inspiration pour des collaborations similaires dans d'autres pays du Sud et a redéfini la manière dont les nations pouvaient travailler ensemble dans un monde interconnecté. Et à Gango, ce petit village où l'histoire a commencé, Musa, âgé de 10 ans, étudiait désormais à la lumière électrique, rêvait de devenir ingénieur, et grandissait dans un monde où les dirigeants africains remodelaient les relations internationales. Le garçon sur la photo était devenu un symbole de ce qui était possible lorsque le partenariat remplaçait le clientélisme, lorsque la dignité prenait le pas sur la charité, et lorsque les dirigeants avaient le courage d'exiger le respect plutôt que d'espérer simplement la sympathie. La transformation était complète, mais l'impact ne faisait que commencer. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous dès maintenant. J'aimerais également savoir, de quel pays me suivez-vous ?